Alors, dans cette application, comme on voit dans l'énoncé, on abandonne un corps S d'un point O sans vitesse initiale sur un plan incliné. Il glisse bien sûr sans frottement, il n'y a pas de frottement, et on veut déterminer la nature du mouvement. Alors premièrement, nature du mouvement. De S. Comme vous le voyez ici, puisque le mouvement de S est une translation, on va nous intéresser à son point, son centre d'inertie G. Donc je peux représenter tout le corps, un skieur ou bien une voiture, ou bien ça ne nous intéresse pas les dimensions, mais on peut considérer que ce corps en mouvement se condense dans un point de masse M, c'est-à-dire ce point-là, il a la masse du corps, la masse globale du corps. Pour déterminer la nature du mouvement, on doit appliquer la deuxième loi de Newton, ou bien la première loi, si c'est possible. Alors, avant de passer à ces lois, on détermine le système. Alors, système étudié, notre système est le corps S. Après le système étudié, on passe à l'inventaire des forces, ou bien le bilan des forces, extérieures, c'est-à-dire les forces qui sont extérieures au système étudié. Alors, pour ce système, il y a deux forces, il y a le poids P et la réaction R du plan. Donc P, poids du corps, et R, la réaction du plan. Troisième étape, deuxième loi de Newton, qui dit somme des forces est égale à M à G. Alors, puisqu'il s'agit d'une translation, on peut utiliser AG comme étant est égal à A. A, dans ce cas, ce sera l'accélération ou bien du centre d'inertie ou bien de chaque point du corps. Alors, sigma des forces est égal à MA, c'est-à-dire P plus R est égal à MA. Comme vous le voyez ici, on est devant une équation vectorielle. Alors, on ne peut pas traiter cette équation directement, mais on peut la traiter par une projection, c'est-à-dire on passe des vecteurs aux coordonnées des vecteurs. Mais avant de faire cette projection, on doit représenter ces forces sur la figure, même sans utiliser une échelle. Alors, pour traiter un sujet d'un mouvement d'un corps sur un plan incliné, je vous conseille d'utiliser toujours, avant de commencer, de représenter une ligne verticale, comme ça. Verticale passant par le corps. Et une ligne normale au plan, comme ça. Alors, si vous posez la question pourquoi on utilise ces deux traits, tout simplement pour nous faciliter la tâche. Premièrement, l'angle alpha ici du plan incliné se trouve ici. Donc je passe directement ici et je dis que cet angle ce n'est rien d'autre que alpha. Parce que c'est une loi mathématique des triangles à côté orthogonaux. Alors, quand je veux passer
à la représentation des forces. Donc le poids P, il est toujours suivant la verticale, comme ça. Et la réaction R, elle est normale parce que le contact se fait sans frottement, ou bien les frottements sont négligeables. Donc je représente la loi, la force R comme ça. Il est suivant la normale, R. Alors, la somme de ces deux forces, P plus R, n'est rien d'autre que MA. Alors, graphiquement, on exécute la somme facilement. Je trace la verticale, la parallèle à P et la parallèle à R. Donc, je trouve ici ce vecteur-là, ce n'est rien d'autre que MH. Puisque M est positif, alors ce vecteur nous indique aussi le sens du vecteur accélération. Alors maintenant, je peux passer à la projection. Alors, projection sur OX, ça va nous donner PX plus RX est égal à M à X. À quoi est égal PX? À quoi est égal RX? À quoi est égal MX? Alors, ici, quand je veux chercher un rappel, j'ai par exemple un vecteur, un axe X, son vecteur unitaire I, et j'ai un vecteur quelconque, une force, une vitesse, une accélération, un vecteur U, comme ça, et je veux chercher sa projection sur l'axe OX. Alors, c'est ça. Donc c'est UX. Alors à quoi est égal UX? Par définition, UX, ce n'est rien d'autre que le produit scalaire du vecteur U avec le vecteur unitaire, c'est-à-dire U scalaire I. Alors ce produit scalaire, ça va donner la norme de U. La norme de I, c'est un vecteur unitaire est égal à 1, cosinus, l'angle entre I et I. Alors je peux translater I ici. Donc I, c'est alpha. Donc cos alpha. Alors directement, j'écris UX, c'est U cos l'angle entre U et I, toujours. Alors, cette projection, il est toujours appliquée dans le cas de l'application de la deuxième loi de Newton. Alors, je passe par exemple à Rx. Alors, pour chercher Rx, je vais écrire Rx est égal à quoi? Par définition de ce rappel ici, Rx est égal à R, cosinus, l'angle entre le vecteur R et le vecteur I. Alors, puisque je vais faire Px, Rx, Ax, c'est-à-dire 3 projections, toujours avec le vecteur I. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais translater ce vecteur I ici. Voilà. Donc j'ai fait une translation du vecteur I pour que la projection ou bien la vision des angles sera plus facile. Alors, Rx, par définition, Rx, comme Ux, ce n'est rien d'autre que R, cosinus, l'angle entre le vecteur R et le vecteur I. Comme vous le voyez, c'est pi demi, donc cosinus pi sur 2.
Cosinus pi sur 2, comme vous le connaissez, est égal à 0, donc ça va donner 0. Pour Px, Px est égal à P cosinus l'angle entre le vecteur P et le vecteur I, c'est-à-dire cet angle ici. Cet angle, comme vous le voyez, ce n'est rien d'autre que pi sur 2 moins alpha. Donc cosinus pi sur 2 moins alpha. Cosinus pi sur 2 moins alpha, vous devez le savoir par cœur. Donc ça va donner cos pi sur 2, cos alpha c'est 0. Le moins devient plus, donc ça va donner mg, c'est-à-dire P, sinus alpha, Px. Il nous reste le troisième coordonnée, AX. Alors A, elle est comme ça, donc ça va donner A, cosinus. Quel est l'angle entre A et I? C'est 0, donc cosinus 0. Cosinus 0, c'est égal à 1, donc ça va donner A. Alors, la relation 1, ça devient Px, c'est-à-dire mg cosinus alpha, plus Rx est égal à 0, est égal à m A. Je simplifie par m et ça va donner A est égal à G cos, G sin alpha. G sinus alpha. Si je vais l'application numérique, ça va donner application numérique. A est égal, G c'est 9,8, sinus 30 c'est 1,5, donc ça va donner 9,8 sur 2, c'est quelque chose de 4, quelque chose. 98, donc 4,9 mètres par seconde au carré. Comme vous le voyez, il y a une démarche à suivre pour déterminer le module du vecteur accélération. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Puisque A est constante, alors le mouvement est rectiligne uniformément varié. Mais cet uniformément varié, est-ce qu'il est accéléré ou retardé? Puisque le mouvement se passe dans ce sens, donc c'est le sens du mouvement. Alors la vitesse n'est rien d'autre que dans ce sens. Donc le vecteur vitesse, il est comme ça. Alors, et puisque le vecteur accélération a même sens que le vecteur vitesse, donc le mouvement est accéléré. Alors qu'est-ce qu'on dit? A égale à constante et le vecteur A même sens que le mouvement. Alors qui dit mouvement, c'est-à-dire vecteur vitesse, V. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Voilà pour la première question. Alors pour la deuxième question, c'est-à-dire les équations du mouvement, on n'a qu'à 3 équations. Donc l'équation de A, l'accélération est une constante, est égale à 4,9 mètres par seconde au carré est égale à une constante. La vitesse V pour un mouvement rectiligne uniforme Vx est égale à AX t plus V0 et X
est égal à 1 demi AX T au carré plus V0T plus X0. Ici, comme vous le voyez, on utilise les coordonnées, c'est l'origine des relations, bien sûr, mais puisque Vx, le mouvement est avec l'axe des X, donc V, parce qu'on sait que V est égal à Vxi, et on sait que Vx est égal à V scalaire I, donc est égal à V cos l'angle entre V et I. Ça va donner V. Alors je peux passer de Vx à V. Donc on écrit que l'équation V est égale à xt plus V0. Pour AX, on a montré que AX c'est aussi A dans ce cas parce qu'il est positif. Donc, enfin, le vecteur vitesse V de t est égal à, c'était 4,9 t plus V0. V0, ce n'est rien d'autre que V à l'instant t est égal à 0 et par définition, on a abandonné le corps sans vitesse initiale à t est égal à 0, donc V à l'instant t égal à 0 égale à 0. D'où on trouve Vt est égal à 4,9 t. Si j'essaie de représenter rapidement cette équation, ça va donner une équation V au cours du temps, mètres par seconde, ici en seconde, ça va donner une, c'est linéaire, donc c'est une droite qui passe par l'origine. Ce qui prouve qu'il s'agit d'un mouvement uniformément accéléré. En ce qui concerne l'équation ici, c'est la même chose. x0, ce n'est rien d'autre que x à l'instant t est égal à 0. Donc, par définition, il est égal à 0 par les données. Ax, c'est déjà calculé. Donc, x de t est égal à 1 demi 9,8 t au carré. V0 égale à 0, la même chose, V0 égale à 0. Donc c'est une, comme vous le voyez, c'est une équation, non c'est pas 9,8 ici, mais 4,9. On a déjà trouvé 4,9. Donc ça va donner 4,9 sur 2 t au carré. Donc c'est une parabole. Voilà. Ici, j'insiste beaucoup quand on veut écrire les équations du mouvement, on n'utilise pas les modules ici, mais il s'agit des coordonnées, c'est-à-dire AX, VX, X, etc. Alors, il peut avoir AX qui est égal à A, comme dans ce cas-là, mais il peut avoir que AX doit être égal à moins A. Donc, ça va être ici négatif, ou bien ici. Alors, quand on passe à la troisième question, on nous a dit qu'en réalité, il y a des frottements, c'est-à-dire le contact entre le plan et le corps se fait avec des frottements. Alors, pour déterminer le mouvement, on utilise pratiquement la même démarche, c'est-à-dire le système étudié, ce n'est rien d'autre que le corps, le bilan des forces extérieures, c'est P et R, la deuxième loi de Newton nous donne ça. Mais, puisqu'il y a des frottements, c'est quoi les frottements? C'est la composante tangentielle de la force R. Alors, qu'est-ce que j'écris? J'écris que R, ce n'est rien d'autre que F, la force de frottement, plus la composante normale. Alors, donc, je peux remplacer la réaction du plan R par ces deux composantes et j'écris l'équation de la deuxième loi de Newton, P plus Rn plus F est égal à N après.
pour la différencier de l'accélération de la première question. Alors ici, je rappelle qu'il s'agit du vecteur accélération du centre d'inertie, mais puisque le mouvement est une translation, on peut assimiler le vecteur accélération à tous les vecteurs accélération de tous les points du corps. Je passe ici à la représentation de cette équation vectorielle. Et c'est la plus importante étape. Donc j'ai dit que je prends un vecteur, un axe vertical, un autre axe perpendiculaire au plan, appelé la normale. Je déduis directement que l'angle alpha, c'est ça, c'est ici, l'angle alpha. Et je représente ces forces. Alors j'ai le poids P, il est toujours vertical vers le bas. La réaction normale, Rn, donc c'est comme ça. Alors il me manque la force de frottement. Alors puisque R est égal à la force de frottement plus Rn, donc quelles sont les limites de représenter la force de frottement? Est-ce que je peux par exemple la représenter ici, comme ça, ou bien ici? Alors surtout, je dois faire attention à ce que la réaction R ne doit pas sortir de ce triangle ici. Donc la force R ici, il doit être comme ça. Il a deux limites. La limite normale et la limite verticale. Alors je ne peux pas représenter la force R comme ça. Parce que si je représente la force R comme ça, R plus P, ça va donner MA dans ce sens. Alors c'est impossible de lâcher un corps sur un plan incliné alors qu'il monte. Donc il est absurde ce mouvement. Donc R doit être toujours comme ça. Par exemple, je la représente comme ça. R. Alors la composante Rn et la composante F doit être ici. Voilà. Ça, c'est F. Alors, il faut se méfier de cette représentation parce qu'il est la clé de notre problème. On ne peut pas résoudre une équation vectorielle directement. Donc, la seule solution, c'est le schéma. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire ici? On essaie de représenter cette équation graphiquement. Alors, la somme de R plus P, ça va donner toujours parallèle à P, parallèle à R. Donc, ça va donner ce vecteur-là. C'est quoi ce vecteur? Ce n'est rien d'autre que M A'. Puisque je vais faire la projection sur le plan X, et ici je rappelle que puisque le mouvement se déroule sur le plan X, j'utilise tout simplement le plan X. Je peux translater le vecteur I ici, comme tout à l'heure. Alors le vecteur I, il est ici. Voilà. Et je passe à la projection. Donc projection sur OX, ça va donner PX plus RNX plus FX est égal à M à X. PX, comme tout à l'heure, c'est P cos l'angle entre P, le vecteur P, et I. C'est comme tout à l'heure, c'est cet angle ici, donc c'est pi sur 2 moins alpha. Cos pi sur 2 moins alpha.
plus Rnx, c'est Rn, cos, l'angle entre Rn et I, c'est pi sur 2. Plus Fx, c'est F, cosinus, l'angle entre le vecteur F et le vecteur I. Donc ici, il s'agit d'un angle qui est égal à pi, c'est-à-dire 180. C'est cosinus pi. Est égal à M, A, cos, l'angle entre le vecteur A', pardon, A', donc A' et I, c'est 0. Alors ici, comme tout à l'heure, ça va donner mg sin alpha. Ça va donner 0. Plus cosinus pi, c'est moins 1, donc ça va donner moins f. Est égal, cos 0 c'est 1, donc ça va donner m a'. Et je déduis que a' est égal, je divise toute cette équation par m, g sin alpha moins f sur m. Alors, comme vous le voyez, f c'est une constante, c'est donné par l'énoncé, m aussi une constante, g une constante, donc ça va donner tout ça une constante, donc c'est une constante. Par suite, on peut faire l'application numérique. Et A' a le sens du mouvement. Donc, on dit que A' est égal à constante. A', j'écris A'. Et le module, il s'agit ici du module, ou bien la norme. La norme de A est constante. Donc il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Et le sens, ou bien le vecteur A' a le même sens que le mouvement. Donc le vecteur A' a le même sens que le mouvement. Donc c'est un mouvement. C'est un mouvement accéléré. Alors, le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. Voilà. Comme vous le voyez, soit avec les frottements ou sans frottement, si un corps est lâché sans vitesse initiale sur un plan incliné, son mouvement est toujours un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et ça, c'est une loi. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir une méthode d'arriver à prouver que A est constante et que A' a le même sens que le mouvement.